Je serai le président de la réconciliation nationale. Un soulèvement d'abord au féminin. 2 février 2012, des épouses et parents des militaires maliens engagés dans le nord du pays ne sont pas contents. Les nouvelles en provenance du front ne sont pas du tout rassurantes. Leurs époux et parents, affirment-ils, sans armement adéquat, sont régulièrement et froidement abattus par les mouvements rebelles. Nos enfants ou nos époux sont sur le front. Ils n'ont pas d'armes ni de munitions nécessaires. Ils sont tués. Soit on leur envoie des armes adéquates, soit ils reviennent à la maison. Le silence de l'État et des autorités militaires, ajoute-t-il, est inadmissible et incompréhensible. Pour se faire entendre une seule direction, le palais présidentiel de Koulouba. Très tôt le matin, la ville garnison se vide de sa population féminine, bien couverte en arrière-ligne par des jeunes et surtout des porteurs d'uniformes. La procession aura du mal à franchir le dernier virage vers Koulouba. Elle sera freinée dans son élan par les forces de l'ordre aux alentours du carrefour du Point G. Les heurts avec la police seront suivis de scènes de pillage. Visiblement très engagés, les manifestants, des femmes en majorité, se tirent d'affaire et atteignent leur cible, à savoir le palais présidentiel de Koulouba. Elles ne sont pas autorisées à y entrer tout de suite, mais face à leur insistance, le président Amadou Toumani Touré accepte de recevoir une délégation. Si nous avons manifesté pour venir à la rencontre du président de la République, c'est pour mieux comprendre la situation au nord parce qu'il y a trop de spéculations. Le président nous a compris et s'est engagé à satisfaire nos doléances. Il nous a donné rendez-vous demain. Les deux parties décident de se rencontrer ultérieurement, une deuxième fois au cours de laquelle le président Amadou Toumani Touré sera interpellé et traité de tous les noms. Pour beaucoup d'observateurs et acteurs politiques, le régime ATT venait ce jour de prendre un sérieux coup. D'aucuns n'hésitent pas à parler de démystification. Une situation d'incertitude s'empare de la capitale malienne. La mauvaise posture de l'armée fait partie des principaux sujets de conversation. Tout ce qui est forêt de bord rivière ont cette valeur-là, sont des zones à haute valeur de conservation. Si cette firme veut être certifiée par RSPO, il va falloir qu'elle laisse intoucher ces zones-là et qu'elle mette des enfants pour autour, ça, et avec des critères très précis. Voir qu'elle déplace son lieu de progression. Oui, parce que là on est dans un cas, si c'est vraiment un lieu entre deux parcs nationaux, ça va être difficile d'être d'accord sur les principaux critères. Pendant ce temps, la hiérarchie militaire basée au PC opérationnel de Gao rassure. Ceux qui sont considérés par beaucoup comme des revers ne sont en réalité que des replis tactiques. Nous avions envoyé avant-hier une mission sur Aguelok et cette mission était commandée par le colonel-major Mohamed Abdran Oulmedou et qui était secondé par le commandant Modoukan Togola. Et leur mission est rentrée cet après-midi. Ce que je demande à mes compagnons d'armes, c'est de continuer à servir la patrie malienne avec honneur, loyauté, fidélité. Et les efforts qu'ils ont eu à fournir sont remarquables. Je les félicite et je les exhorte à continuer dans ce sens pour que le Mali puisse vivre en paix, en sécurité sur l'ensemble du territoire national. La mission s'est bien passée. On train de faire tout pour défendre l'image de notre pays, le Mali. Et je pense que c'est ça notre mission et chacun de nous doit serrer les ceintures pour faire mieux sa mission. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont en train de dire que sur les antennes que je suis blessé, je suis mort, je suis devant vous comme ça. Donc je pense que je suis en bonne santé. Et ce que je demande aux autres Maliens, il faut qu'ils vont venir pour qu'on doit construire les Mali ensemble.
La tension monte, les nouvelles en provenance du front s'empirent, le pouvoir rassure, appelant les Maliens à ne pas céder à la provocation et à l'amalgame. Mes chers compatriotes, à chaque fois qu'un mouvement armé surgit dans les régions nord du Mali, il menace en tout premier lieu ce que nous avons de plus cher et de plus précieux. Je vais parler de l'unité nationale. J'invite donc l'ensemble de nos compatriotes à garder le sens de la fraternité, de l'amitié et de la solidarité qui nous a toujours caractérisés. En ce premier trimestre 2012, le Mali est sur deux fronts, militaire au nord et politique au sud. La présidentielle du 29 avril aura lieu malgré le contexte et selon le président ATT, le Mali aura un nouveau président le 8 juin 2012. Une certitude partagée par la classe politique, c'est le branle-bas dans les principaux états-majors en cette période de pré-campagne électorale. Les poids lourds se jettent dans la bataille à travers des congrès, investitures ou déclarations de candidature. Le laps de temps avant la date fatidique du 29 avril est mis à profit par les candidats et formations politiques à des visites de terrain et de renouvellement des instances dirigeantes. Sur le front au nord, les mouvements rebelles, MNLA en l'occurrence, intensifient les campagnes de communication et revendiquent des victoires. Ils seront confortés par la France, son président et son ministre des Affaires étrangères qui vont même jusqu'à demander à Bamako de tenir compte des victoires des sécessionnistes. Il n'y aura pas de solution militaire dans ces affrontements et qu'il faut donc prendre la voie du dialogue politique aussi inclusif que possible avec tous ceux qui doivent s'asseoir autour de la table et le président m'a tout à fait confirmé que c'était son intention. C'est pas plus simple de demander aux rebelles de déposer les armes puisque c'est le Mali qui a été attaqué, c'est la République qui a été attaquée. On a l'impression que les rebelles sont confortés dans leur velléité sécessionniste par la France. Il y a l'aile politique, le siège à Paris et tout. Est-ce que c'est pas plus simple de leur demander de déposer les armes puisque c'est le Mali qui a été agressé? D'abord, je ne comprends pas très bien le procès d'intention qui est fait à la France par une partie de la presse ici. Nos positions ont toujours été très claires. Nous n'avons jamais mis en cause, je le répète, l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. S'il suffisait de demander le dépôt des armes, si cet appel était entendu, ce serait parfait. Mais si l'on s'enferme dans cette vision des choses, si l'on continue à aller vers des affrontements, il n'y aura pas de solution. La polémique enfle à Bamako. La thèse ou l'hypothèse du report de la présidentielle fait débat. Faut-il tenir le scrutin dans la configuration actuelle? La question sera tranchée à l'issue d'une rencontre entre le président Amadou Toumani Touré et des représentants de la classe politique. Nous n'avons pas parlé de chronogramme des élections, mais le chef de l'État lui-même nous a dit que sa préoccupation majeure aujourd'hui, c'est que les élections se tiennent à date constitutionnelle et que de toute façon, lui, il entend bien s'en aller le 8 juin et passer le relais au nouveau président de la République et aux nouvelles institutions. Et je pense qu'il l'a dit, il l'a répété, il a suffisamment insisté là-dessus. Et nous avons, je pense, mes camarades et moi, accueilli cela avec beaucoup de plaisir parce que nous n'en avons pas parlé, mais c'est lui-même qui en a parlé et qui a insisté là-dessus. Quelques semaines après, précisément le 21 mars 2012, une rencontre a lieu entre le tout nouveau ministre de la Défense, le général Sadio Gassama, et les éléments du camp Sundiata de Kati. Les échanges dégénèrent, les militaires ne veulent plus rien entendre, ils veulent tout simplement des armes pour aller se battre au nord. Mesdames et messieurs, merci d'être sur notre chaîne et bienvenue dans Afrique Soir. Seul titre de ce journal, aujourd'hui, la mutinerie des éléments du camp militaire de Kati au Mali. Tout est parti d'une rencontre avec le ministre de la Défense qui n'a pas eu l'issue souhaitée.
Je le disais à l'instant, mutinerie des éléments du camp militaire de Kati. Leur rencontre avec le ministre de la Défense a dégénéré. Les 10 militaires ne sont pas satisfaits de la gestion de la crise au nord du Mali et des moyens mis à leur disposition. Le reportage à Kati de nos reporters Cheikh Oumar Touré et Sekou Tangara que l'on retrouvera juste après sur notre plateau. Kati, la ville garnison, n'a apparemment pas fini avec sa fronde anti-gouvernementale. Après les manifestations début février des épouses et parents de militaires sur le palais de Koulouba, le tour était aujourd'hui aux éléments du camp de Kati de vouloir marcher sur la capitale. Partis de Kati par la route de Samé à bord de pick-up, les 10 éléments, apparemment très remontés, ont emprunté le boulevard de l'Indépendance pour enfin converger vers l'ORTM, la radiodiffusion-télévision nationale investie depuis les alentours de 15 heures. Bonsoir Sekou. Bonsoir Anna Boutouré. Alors vous étiez aujourd'hui à Kati. Qu'est-ce qui s'est donc réellement passé au camp ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est la question que nous avons posée à ces éléments. Et selon eux, tout est parti d'une rencontre avec le ministre de la Défense, le général Sadio Gassama. Et au cours de la rencontre, les propos ont dérapé, la rencontre a dégénéré et les militaires ne sont pas visiblement satisfaits de la gestion de la situation au nord du pays. Et lorsque la rencontre a dégénéré, il y a eu ça et là des jets de pierre et la garde rapprochée du ministre s'est interposée. Et cette interposition dans l'enceinte même du camp a été perçue par ces éléments-là comme un affront et ils ont promis qu'ils vont se faire entendre. Et j'imagine à travers leur action de ce matin et de cet après-midi, ils essaient de se faire entendre. Ce qui au départ n'était qu'une mutinerie deviendra un coup d'État. Et c'est aux aurores que les Maliens l'apprendront. Le CNRDR, se réclamant des forces armées de défense et de sécurité du Mali dans l'ensemble de leurs composantes, a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime incompétent et désavoué de M. Amadou Toumani Touré. La Constitution est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes jusqu'à nouvel ordre. Très chers compatriotes, l'objectif du CNRDR ne vise en aucun cas une confiscation du pouvoir et nous prenons l'engagement solennel de restaurer le pouvoir à un président démocratiquement élu dès que l'unité nationale et l'intégrité territoriale seront rétablies. Vive le Mali! Vive le CNRDR. Je vous remercie. Le nouveau visage du pouvoir au Mali, c'est lui, capitaine Amadou Aya Sanogo. Le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État bénéficie dès le lendemain du 22 mars des soutiens tant à Bamako, la capitale, qu'à l'intérieur du pays. Pour cette frange de Maliens, l'action du CNRDRE est plus que salutaire. Les militaires ont fait chuter le régime, nous avons soutenu et les différentes concertations qu'on a eues entre partis politiques, entre associations, ont abouti à la création de ce que nous avons appelé le MP22, le mouvement populaire du 22 mars.
Je vois les gens qui disent coup d'État militaire, putschiste, mutin. Vraiment, c'est du réductionnisme. Il faut rendre à l'usage ce qu'on lui doit. C'est une révolution sociale dialectique. Des avis que tous ne partagent pas, le coup d'État du 22 mars est un coup d'arrêt au processus démocratique au Mali. Nous appelons au retour à une vie constitutionnelle normale le plus rapidement possible. Nous pensons qu'il faut renforcer la sécurité d'à Bamako et s'atteler aux difficultés qu'il y a dans le nord. Nous nous inquiétons parce que nous nous inquiétons tous du sort des populations dans notre pays. La rupture avec la communauté internationale peut être très lourde de conséquences. Il nous faut régler ces problèmes le plus rapidement possible. J'ai donné mon point de vue au capitaine là-dessus. J'espère qu'il nous a écoutés. Ce que nous souhaitons, c'est que ce problème soit réglé le plus rapidement possible pour le bien de nous tous. C'est de dire aux putschistes de retourner dans les camps et de retourner au nord pour défendre l'intégrité territoriale. Cette situation ne peut pas perdurer. Nous sommes dans une situation de non-droit. Ça ne peut pas perdurer. Mais nous devons aussi accompagner ceux qui ont pris les armes pour prendre le pouvoir afin de trouver une voie de sortie honorable pour tout le monde. Et nous nous proposons de trouver les moyens afin que la junte qui s'est installée au pouvoir puisse retourner rapidement dans les casernes, évidemment en tenant compte de la demande corporatiste qui a été formulée, qui est légitime. Et c'est cela aussi une condition pour régler le problème du Nord. Donc je crois qu'il y a foule parce que les gens sont inquiets et parce que les gens ne sont pas d'accord avec un coup d'État. Il était inimaginable pour chacun d'entre nous qu'un coup d'État fût possible en 2012 au Mali, après ce qui s'est passé le 26 mars 1991. Le Mali se bipolarise entre d'une part les pro-putsch essentiellement du mouvement populaire du 22 mars MP22 et la coalition pour le Mali COPAM et d'autre part les anti-putsch avec notamment le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et la République. Face au FDR qui ose hausser le ton, la junte s'énerve et procède à des interpellations. Ce matin, j'ai été effectivement interpellé vers 7 h du matin par un groupe de militaires conduits par un capitaine et qui m'ont conduit devant le capitaine Sanogo. Ils me reprochaient d'avoir fait une déclaration condamnant leur action. Donc quand j'ai rencontré le capitaine, je lui ai dit qu'effectivement j'ai lu une déclaration qui a été faite par un certain nombre de partis politiques, une dizaine de partis politiques qui ont condamné le coup de force. Je dis c'est tout, c'est ce que j'ai lu sur RFI. Il m'a dit mais maître, vraiment, je vous présente toutes mes excuses. Nous sommes dans une démocratie, chacun a le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Donc vraiment, je vous présente mes excuses et les excuses de l'armée. Il dit, je les accepte. C'est désormais un fait, le CNRDRE est le nouvel exécutif au Mali. Sans encombre majeur, il est réussi à mettre hors jeu l'ancienne instance dirigeante. Le Mali traverse une double crise. Ce pays frère déjà en proie à une guerre civile au nord, dirigée par deux mouvements, le MNLA, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, et le MILA, le Mouvement islamique pour la libération de l'Azawad, connaît contre toute attente un coup de force depuis le 21 mars, c'est-à-dire à 5 semaines du premier tour de l'élection présidentielle au Mali. Ce coup de force, perpétré contre un régime démocratique, va à l'encontre de toutes les dispositions de l'Union africaine et de la CEDEAO.
Avec comme président en exercice Alassane Dramane Ouattara, nouvellement élu à la tête de la Côte d'Ivoire, la CEDEAO multiplie rencontres et communiqués sur la situation au Mali. Et pour faire plier la junte à ses injonctions, une délégation de l'organisation sous-régionale décide de venir dans la capitale malienne le 29 mars 2012. Leurs avions ne vont jamais atterrir. Le tarmac de Bamako-Sénou est pris d'assaut par des sympathisants du CNRDRE, s'étant constitué en bouclier humain. C'est le chef d'État qui devait rencontrer le capitaine et vu les circonstances, vu l'environnement qui s'est dégradé, dès que nous sommes arrivés, nous nous sommes concertés, le président de la commission, le ministre Bassolé, le ministre Bazoum et le chef d'état-major. Nous sommes concertés, nous avons convenu que c'était plus nécessaire que le chef d'État atterrisse dans un tel environnement. Nous avons bénéficié d'une écoute favorable et nous proposons donc, après le compte rendu que nous ferons au président en exercice de la CEDEAO à Abidjan tout à l'heure, de revenir avec des propositions concrètes de sortie de crise. Trop, c'est trop. Pour la CEDEAO, Kati a franchi le Rubicon. Le Mali devrait désormais faire face à des sanctions et c'est désormais une menace d'embargo qui plane sur le pays. Comme tout bon Malien, nous devrons avoir peur. Nous devrons avoir peur parce que ces sanctions-là, le Mali ne peut pas tenir. Le Mali ne peut pas tenir ces sanctions-là. Vraiment, c'est une sanction sévère contre le Mali. La panique s'empare de la capitale. La CEDEAO va fermer les frontières. Mieux vaut prendre ses précautions, faire donc ses provisions. Dans la situation actuelle, on ne sait pas comment ça va finir, quoi. Donc mieux vaut prendre un peu de provisions pour environ 1 mois. En ce début du mois d'avril, la situation s'empire sur le plan sécuritaire. La situation est à cette heure critique. Notre armée a besoin du soutien des amis du Mali à sauver les populations civiles et sauvegarder l'intégrité territoriale du Mali. En moins d'une semaine, les 3 régions du Nord, Tombouctou, Kidal et Gao, tombent sous le contrôle du MNLA, en Sardine, Mujao et Allié. Ça, c'est terminé aujourd'hui. À Tombouctou, c'est terminé. On tenait l'aéroport, les ports, et tous les rentrées principaux. Notre but, c'est de pratiquer la charia dans tous les Mali, parce qu'à 95%, les Maliens sont des musulmans. Et même les chrétiens peuvent vivre avec les musulmans. Tout à fait. C'est aux musulmans de respecter les religions et leurs églises. Et puis notre but, ce n'est pas seulement le Mali, c'est toute l'Afrique, c'est le monde entier. Les mausolées des saints sont systématiquement démolis. La charia, loi islamique, est appliquée ici par en Sardine et ensuite à Gao par le Mujao qui a entre-temps évincé le MNLA. Interdiction désormais de fumer, de jouer au foot, d'écouter la musique. La cité des Askia va enregistrer d'innombrables cas de flagellation et d'amputation. Le président du Rassemblement pour le Mali, RPM, resté depuis silencieux, fait sa première sortie. Nous vivons une véritable tragédie. Tragédie que vous suivez avec nous, comme un feuilleton, un très mauvais feuilleton. Toutes nos villes significatives du septentrion malien ont été subverties et prises. C'est là un véritable désastre national. Je me refuse de tout mon être, je me refuse à envisager la perte de ces villes importantes du Mali, singulièrement la ville fondatrice de Gao et celle de Tombouctou. Des manifestations sont quotidiennement organisées à Bamako suite à l'occupation des 2 tiers du territoire par des sécessionnistes et islamistes. On est là pour dénoncer le silence coupable de la communauté internationale. Il faut que le Mali soit libéré des complices qui appuient ces rebelles dans le nord. Comment on peut amener des combats, des chars de combat et que personne n'ait pu leur dire arrêtez. Il faut que l'unité soit retrouvée
et que nous revenions au point de départ. Au même moment, la menace d'embargo de la CEDEAO plane sur le Mali. La junte ne souhaite pas porter la responsabilité de l'asphyxie économique du pays. Elle lâche du lest et montre sa bonne foi à Ouagadougou, au président du Faso, médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne. Nous avons été reçus aujourd'hui par le président du Faso qui nous a rassurés sur la disponibilité à vouloir aller vers une solution constructive et une solution qui permet un retour à un ordre constitutionnel dans un délai assez rapide. Les différents échanges ont porté fruit. Un terrain d'entente a pu être trouvé. L'annonce est faite par le président en exercice de la CEDEAO lui-même. La situation au Mali demeure préoccupante. Nous avons eu une réunion d'urgence à Abidjan le jeudi. Nous avons annoncé des décisions. Les responsables du CNRDE ont envoyé une délégation voir le médiateur de la CEDEAO, qui est le président Blaise Compaoré, et ceci a permis de faire des avancées. L'accord cadre du 6 avril 2012 est le document qui devra consacrer le retour du Mali à l'ordre constitutionnel. Mais pour son application, un obstacle, le président Amadou Toumani Touré, qui, malgré les événements du 21 mars, reste constitutionnellement le président de la République du Mali. ATT affirme ne jamais être un problème pour son pays. De gré, il annonce sa démission. Aujourd'hui, dans le cadre de la recherche d'une solution, je pense que la décision qui a été prise par la CEDEAO et la communauté internationale est la meilleure. Il faut que le Mali reste dans les dispositions de sa constitution de février 1992. À cet effet, je pense que c'est tout à fait normal. Et je le fais sans pression. Du tout. Et je le fais de bonne foi. Et je le fais surtout pour l'amour que j'ai pour ce pays. J'ai décidé de vous remettre ma lettre de démission que vous allez remettre aux autorités compétentes pour permettre l'exercice plein et entier de la disposition de notre article 36. L'accord cadre peut à présent être appliqué. Sur un de ses principaux points, il se base sur l'article 36 de la Constitution qui stipule qu'en cas d'empêchement, le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim du président de la République et dispose de 40 jours pour l'organisation d'une élection présidentielle. Ainsi arriva le président Dioncounda Traoré qui était hors du pays au moment des événements. Son avion atterrit ce 7 avril à l'aéroport de Bamako-Sénou à 16h40 GMT. Sur place, après le cérémonial d'accueil, la CEDEAO annonce la levée de l'embargo sur le Mali. Le président en exercice de la CEDEAO, le président de la République Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, en accord avec ses pairs, décide de la levée immédiate de toutes les sanctions contre le Mali. Et au cours d'une cérémonie solennelle au CICB, le président de l'Assemblée nationale, Dioncounda Traoré, devient le président de la République par intérim. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Dans la foulée, l'astrophysicien le docteur Cheikh Modibo Diarra est nommé Premier ministre de plein pouvoir selon les termes de l'accord cadre. La première priorité est la reconquête totale de l'intégrité du territoire national.
Nous affirmons ici haut et fort que pas un centimètre carré du sol de la patrie ne restera occupé par qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Ce faisant, nous ne refuserons aucune voie de recours. Toutes les options sont envisageables, en premier lieu celle de la négociation. Nous négocierons, chers compatriotes, parce que nous n'avons pas peur de négocier, parce que nous n'avons pas honte de négocier. Cependant, nous ne négocierons pas le couteau à la gorge. Le gouvernement d'union nationale qui devrait voir le jour n'en est pas un, selon certaines critiques, qui néanmoins souhaitent bonne chance au nouvel attelage dont les deux missions sont le recouvrement de l'intégrité territoriale du Mali et l'organisation d'élections présidentielles. Les Maliens fondent beaucoup d'espoir sur le pragmatisme du Cheikh Modibo Diarra. Je pense qu'il nous fallait plus quelqu'un qui a l'habitude de faire ça, quelqu'un qui a l'habitude de gérer des crises. Il est scientifique. Bon, je suis assez perplexe, mais j'espère que ça va aller. Le Premier ministre, c'est quelqu'un qui est compétent. Vu la situation comme c'est sa première fois de gouverner, nous entendons beaucoup de lui. 30 avril 2012, le temps est bizarre à Bamako. Un nuage de poussière rougeâtre s'empare de la capitale, obstruant la visibilité en pleine journée. C'est une situation qui nous vient de l'Algérie, parce que c'est un puits de vent fort qui est dégagé vers nous. Donc c'est situé dans la partie saharienne de l'Algérie. Cette brume, comme une prémonition, annonçait la tentative de contre-coup d'État menée ce jour dès le petit soir par certains éléments du régiment des commandos parachutistes. Les Bamakois se terrent chez eux. Il faudrait attendre le lever du jour pour en savoir davantage. Quand on était assis et regardait des télé, on vit les balles partout là-bas. Donc à Zoyer aussi, ils ont commencé à tirer. Donc quand ils ont commencé à tirer jusqu'à 2h. Donc nous ici, on est, je ne sais pas comment on va dire quoi. On est en train ici, on veut ORTM là. Il prend ORTM. On vit vraiment dans l'inquiétude totale. Jusqu'à présent, on ne sait pas vraiment si c'est fini ou si ça peut revenir encore. Je suis désolé. Sur le plan sécuritaire, la CEDEAO qui, à travers ses chefs d'état-major, avait élaboré un concept d'opération pour la libération du nord du Mali, se bute au refus de la junte et de certains de ses soutiens. Il faut organiser les forces maliennes. Il faut mobiliser le peuple malien. Et celui-là va libérer le nord avec l'aide de ses amis. Nos amis ne doivent pas nous précéder à Gao. C'est nous qui allons à Gao, ils nous suivent. Nous sommes en désaccord avec l'arrivée des troupes militaires sur notre territoire. Voilà. Nous sommes ici à la phase de planification opérationnelle. Ce qui veut dire que logiquement, tout est fin prêt. Mais comme vous le savez, la communauté internationale a toujours exigé que le Mali fasse une requête officielle. Entre-temps, en France, le président Nicolas Sarkozy de l'UMP, candidat à sa propre succession, est battu par le socialiste François Hollande. Une source d'espoir pour certains Maliens qui avaient vu en Sarkozy un soutien du MNLA. Qui sait, les choses pourraient changer avec François Hollande. Libérez le nord du Mali. En ce mois de mai 2012, un autre sujet domine les conversations dans la capitale malienne, la durée de l'intérim du président Dioncounda Traoré. Là aussi, la junte et la CEDEAO ne sont pas sur les mêmes longueurs d'onde. Néanmoins, 2 jours avant l'expiration de la date fatidique du 21 mai, un accord est finalement trouvé. Le professeur Dioncounda Traoré reste en place jusqu'à l'élection du nouveau président de la République. Un accord est intervenu sur la mise en œuvre des décisions prises lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Abidjan le 26 avril 2012
à savoir notamment l'extension du mandat des organes de la transition, notamment le président de la République par intérim, le Premier ministre et le gouvernement sur une période de 12 mois. Les soutiens du CNRDE ne l'entendent pas de cette oreille. Rien ni personne n'empêchera la Convention nationale de ce jour à laquelle ils ont été appelés pour décider de l'après 21 mai. Partis de l'Assemblée nationale, les manifestants convergent vers le CICB. Tout ce monde est là pour dire non à ce qui a été signé hier. Il est temps, je pense, que depuis les événements du 22 mars, tous les actes, toutes les décisions, que ce soit à Bamako, à Ouagadougou, à Abidjan et aussi à Dakar, ont été signés au-dessus de la tête des Maliens. Après le CICB cap sur la primature, les contestataires réaffirment leur désapprobation quant à l'accord CEDEAO-CNRDE. Ils font une halte au monument de l'indépendance. Cette marche, c'est pour accentuer notre souveraineté, montrer à l'opinion nationale et internationale, à la CEDEAO particulièrement, que le Mali est un État souverain et que nous sommes libres de choisir notre président. Une partie des manifestants prend la direction de Koulouba. Ils forcent les entrées du secrétariat général du gouvernement avant de se retrouver nez à nez avec le président par intérim et ses collaborateurs. Ce qui est arrivé à notre président, ça va au-delà de cela. C'est-à-dire une institution a été violée, mais ces gens ont mis de la boue sur l'image de notre pays. Une première mondiale. Le président est évacué sur la France. Le Mali, qui avait commencé à sortir la tête de l'eau, revient à la une de l'actualité mondiale. Et face à cette mauvaise publicité, les aînés se font entendre et lancent un appel au sursaut national. Que les enfants du pays s'entendent. Le jour où la patrie est menacée, ou que surtout, même chez les animaux, il y a une mobilisation générale. Quelles que soient les obédiences, quelles que soient les affinités, quels que soient les choix politiques et les choix religieux, on doit avoir le même objectif. Le front anti-putsch FDR, qui avait lui aussi décidé de descendre dans les rues, renonce à son projet suite donc à cet appel des aînés et la médiation des leaders religieux et familles fondatrices de Bamako. Notre pays est fondé sur certaines valeurs, des valeurs de respect, de dignité, de croyance, et que nous ne pouvons pas au FDR rester sourds à l'appel des familles fondatrices, des vieux, à l'appel des chrétiens, à l'appel de tous les musulmans. Les politiques et la société civile ne sont pas les seuls à vouloir se faire entendre pendant cette transition. Les journalistes haussent le ton au cours d'une marche pacifique à Bamako, menacés ou agressés par des hommes cagoulés ou en tenue militaire. Ils battent le macadam et appellent le gouvernement à prendre ses responsabilités. Nous voulons signifier à travers cette marche que la liberté de la presse est un acquis de haute lutte. Il y a des gens qui ont perdu leur vie pour qu'on puisse s'exprimer librement. On a un ministre de la Sécurité, on a un ministre de la Défense, on a toutes les institutions aujourd'hui qui sont présentes. On ne peut pas comprendre que n'importe qui vienne enlever un journaliste, l'emporte derrière la ville et le battre. C'est pas normal. Moi, je fais partie de ceux qui ont lutté pour la naissance de la presse libre. En 89, 90, 91, je fais partie des créateurs, en tant que membre de la coopérative Diamana, je fais partie des créateurs des Échos, la radio Bamakan. Alors, le combat qu'on a mené à cette époque est aujourd'hui menacé. Le Mali sera sans président pendant plus de 2 mois. Il faudra attendre le 27 juillet pour voir le retour du chef de l'État.
Le comeback de Dioncounda Traoré, qui avait auparavant pardonné à ses agresseurs, sera marqué par une série d'annonces. Entre autres, la formation d'un gouvernement d'union nationale, la création d'une commission dialogue et réconciliation. Les consultations conduisant à la formation de ce gouvernement seront menées par le président de la République lui-même. L'arrivée du président Traoré coïncide avec les 100 jours du gouvernement. Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra en fait le bilan au cours d'une conférence de presse. Personne ne peut demander aux gens qui sont pris otages dans leur propre maison d'être patients. Non, non. Nous sommes en train de travailler le plus rapidement possible pour libérer le Nord. Dès le moment où nous avons commencé à réfléchir à libérer le Nord, dès le moment où nous avons commencé à souder la chaîne de commandement au sein de notre armée, à le renforcer, dès le moment où nous avons commencé à rééquiper nos gens, nous avons commencé la reconquête du Nord. Il est reconduit Premier ministre le 13 août. La liste du nouveau gouvernement d'union nationale est rendue publique le 25 après 12 jours de tractation. Fort de 31 membres, le nouvel attelage voit l'entrée de quelques politiques. Cependant, les postes de souveraineté restent inchangés. Votre mission, notre mission, mesdames et messieurs les ministres, se résume en 2 phrases. Le rétablissement de l'intégrité territoriale de notre pays et l'organisation d'élections crédibles. Le Mali et ses partenaires s'accordent sur le fait que l'ouverture de dialogue avec certains groupes armés ne saurait exclure une intervention militaire. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler essentiellement de l'engagement de la MISMA auprès de nos frères d'armes du Mali pour, bien entendu, libérer le nord du Mali de façon pragmatique. Ainsi, de la MISEMA, mission de la CEDEAO au Mali, on en arrive à la MISMA, mission internationale de soutien pour le Mali. Sur le plan diplomatique, des pourparlers sont ouverts pour la première fois à Ouagadougou à partir du 2 décembre 2012 entre le gouvernement malien et les groupes armés sous l'égide de la CEDEAO. Les 2 parties s'engagent à ne recourir qu'au dialogue pour la résolution de la crise. Il est nécessaire aujourd'hui de trouver une solution pacifique, une solution négociée, une solution politique au conflit qui nous oppose. Dormir tranquillement chez nous. Donc c'est ça le problème. Donc c'est pour cela l'intégrité territoriale, nous avons dit qu'il n'y a pas de problème. Je pense que les mouvements rebelles ont compris que l'État malien ne négocierait jamais avec qui que ce soit. Ces limites qui pour nous sont infranchissables. Le respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Mali. Le respect des droits de l'homme, de la dignité humaine, des libertés fondamentales et religieuses. Le respect de l'égalité entre les citoyens maliens, le rejet de toute forme d'extrémisme et de terrorisme. Décembre 2012, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra annonce sa démission sur les antennes de la télévision nationale. Notre pays, le Mali, traverse aujourd'hui la période la plus difficile de son histoire. C'est pour cela que moi, Cheikh Modibo Diarra, démissionne avec tout mon gouvernement ce jour. Le lendemain, le président du CNRDE donne, selon lui, les raisons. Rien ne marchait parce que le monsieur, au lieu d'être chef d'équipe quand même pour conduire, et était presque le point de blocage. Django Sissoko, auparavant médiateur de la République, est nommé Premier ministre. Il mesure toute la portée et l'enjeu du choix porté sur sa personne. La tâche est ardue. Elle est ardue même si elle devait s'étendre sur 12 mois ou 24 mois. Elle est ardue, mais elle n'est pas
hors de la portée des autorités maliennes. Le président de la République, le gouvernement et l'administration du Mali, y compris bien entendu les forces armées et de sécurité. Un mois jour pour jour après sa nomination, le Premier ministre Django Sissoko et son équipe font face à la plus sérieuse menace de l'histoire contemporaine du Mali. La horde de djihadistes, sécessionnistes et terroristes tente le 11 janvier 2013 une percée vers le sud du Mali à travers Konna et Douanza. La panique est générale de Sévaré à Mopti en passant par Ségou et Bamako. Le temps presse, la situation est critique. Le Premier ministre et le président par intérim, après consultation, parviennent à convaincre la France pour une intervention militaire. Dans un premier temps, notre mission, c'est d'arriver les premiers de façon à répondre concrètement à l'appel du président malien. Les gars, c'est pour nous! La France, dans cette opération, ne poursuit aucun intérêt particulier, autre que la sauvegarde d'un pays ami, et n'a pas d'autre but que la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi son action est soutenue par l'ensemble de la communauté internationale et saluée par tous les pays africains. L'appui de l'armée française aux forces nationales de défense et de sécurité du Mali permet d'envisager aujourd'hui, à très brève échéance, la libération totale du territoire national. Venant du ciel, la foudre servale s'abat sur les djihadistes, les mettant en débandade jusque dans leur dernier retranchement. Ainsi, troupes maliennes et françaises rentrent vaillamment à Tombouctou et Gao. Vous voyez l'enthousiasme de la population, et là vraiment je suis heureux. Elles seront rapidement rejointes par des troupes de la CEDEAO et du Tchad. Le président français effectuera quelques jours après une historique visite au Mali. Nous devions être là parce que ce qui était important de combattre, c'était le terrorisme. Le terrorisme ici au Mali. Et agissant ainsi, la France était à la hauteur de son histoire. Nous sommes à vos côtés pour le Mali tout entier et pour l'Afrique de l'Ouest. Parce que moi je n'oublie pas que lorsque la France a été elle-même attaquée, lorsqu'elle cherchait des soutiens, des alliés, lorsqu'elle était menacée pour son unité territoriale, qui est venu alors? C'est l'Afrique, c'est le Mali. Merci. L'une des missions assignées à la transition, à savoir la libération du pays, est en passe d'être remplie. Place à présent à la seconde, l'organisation de l'élection présidentielle. Le Parlement dans sa majorité adhère aux propositions du gouvernement. La date du premier tour est d'abord fixée au 7 et ensuite au 28 juillet sur la base d'un fichier biométrique. Certains n'y croient pas, mais le gouvernement, lui, fait la sourde oreille en multipliant les visites sur le terrain. Avec les deux premiers responsables de ces institutions, nous avons fait le point sur leurs activités, c'est-à-dire sur ce qui est déjà fait dans le cadre du processus électoral, bien entendu, et c'est sur ce qui reste à faire, surtout les défis à relever avant le premier tour de l'élection présidentielle. Cependant, une fausse note, seules les troupes françaises sont présentes à Kidal. Et pour résoudre l'équation et permettre la tenue de la présidentielle sur l'ensemble du territoire malien, des négociations directes s'ouvrent à Ouagadougou.
Tchébile Dramé est l'émissaire du président de la République. L'intégrité du territoire national, l'unité nationale du Mali, la forme laïque et républicaine de l'État ont été les balises posées ici même à Ouagadougou le 4 décembre. Nous voulons redire aujourd'hui que nous restons fermement attachés à l'observation stricte de ces principes par l'ensemble de nos compatriotes qui, à un moment donné, ont cru devoir prendre les armes contre le pays. Le moment est venu pour les groupes armés du nord du Mali de se conformer aux résolutions de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Le moment est venu et il est urgent, chers compatriotes, qu'ensemble nous prenions le chemin de l'avenir, le chemin de la paix, le chemin de la stabilité. Après des amendements proposés par Bamako, un accord préliminaire est signé le 18 juin sous l'égide de la CEDEAO et de la communauté internationale. Le présent accord inclut une dynamique nouvelle à la marche du peuple malien vers la paix et la sécurité. Je forme le vœu que l'esprit de fraternité, le sens élevé de l'intérêt national, la culture du dialogue qui ont animé l'ensemble des délégations au cours de nos concertations continuent d'inspirer le peuple frère du Mali afin que la voie d'espérance ouverte aujourd'hui conduise rapidement le Mali vers un avenir meilleur. Le collège électoral est convoqué. La campagne débute le 7 juillet. Ils seront 27 candidats à briguer la magistrature suprême et le constat à l'issue du premier tour est au satisfecit. Ah oui, je suis très satisfait des conditions générales de l'organisation de ce scrutin. Je pense que des mémoires de Maliens, c'est le meilleur scrutin qu'on organise depuis notre indépendance. Un deuxième tour aura lieu. Il oppose le candidat du Rassemblement pour le Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, au porte-étendard de l'Union pour la République et la démocratie, Soumaïla Sissi. IBK remporte le scrutin avec plus de 77% des voix. Taux de participation 45,78%. Voix obtenues par candidat. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, 2 354 693, soit 77,61%. Le candidat Soumaïla Sissé, 679 258, soit 22,39% des voix. 24 heures après, le candidat vaincu Soumaïla Sissé fait preuve d'élégance démocratique et se rend, je cite, chez son aîné. C'est un bonheur d'être là ce soir. Et comme je l'ai toujours dit, je suis républicain. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a gagné ces élections de belle manière et je me dois de le féliciter. Mais contrairement à la tradition du coup de fil, j'ai préféré une tradition bien malienne, celle d'être présent ici à son domicile, devant sa femme, devant ses enfants, et avec ma femme et mes enfants. Je souhaitais vraiment tous les succès qu'il mérite. Je souhaitais beaucoup de bonheur à notre peuple. Je souhaitais vraiment que sa mission réussisse et qu'il puisse relever les défis énormes qui se posent à nous aujourd'hui et à notre peuple. Majorité absolue, 1 517 232. À sa première sortie après la proclamation officielle des résultats, le nouveau président élu rassure. Je m'engage à servir ce pays, mon pays, le Mali, avec le dévouement et l'exemplarité que requiert cette haute fonction. Mon premier devoir dès le 4 septembre 2013 sera d'œuvrer au rassemblement de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. Je serai le président de la réconciliation nationale. Ibrahim Boubacar Keïta est élu 3e président de la 3e République, un taux de participation historique, des conditions d'organisation exceptionnelles, aucune victime, aucun blessé. C'est plutôt l'autre qui avait raison, lui qui disait que le Mali peut tanguer, mais qu'il ne chavirera jamais.